Bonjour à tous et à toutes, je continue sur Giacomo Meyerbeer et là j'aborde un opéra qui s'intitule Le Camp de Silésie, c'est du moins la traduction, qui est sorti en 1844, qui a été présenté au public en 1844. Je ne serai pas capable de vous donner le titre allemand, hein, et pendant longtemps j'ai cru que cet opéra était mineur puisque, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, on l'avait utilisé sa substance, sa musique, pour un autre opéra intitulé L'Étoile du Nord, hein, qui est bien postérieur. Ça me rappelle cette histoire, ça me vient à l'esprit immédiatement là. Ça rappelle le fameux voyage à Reims, hein, qui avait été conçu pour le sacre de Charles X et qui a été réutilisé pour le Contori quelques années plus tard. Donc c'est pareil, moi je préfère le voyage à Reims au Contori, même si j'aime aussi beaucoup le Contori, et là je préfère, je pense, le Camp de Silésie à l'Étoile du Nord, enfin sur bien des plans, mais pour moi ils sont à peu près de valeur équivalente quand même, hein. Le Camp de Silésie, c'est un livret de Ludwig Relitstab, est-ce que je prononce bien, je ne suis pas sûr, qui a traduit le livret d'Eugène Scribe dans la mesure où Eugène Scribe ne pouvait pas se permettre de signer une œuvre pour une salle d'opéra à Berlin, puisqu'il était français. Bon, il y avait un problème conflictuel entre les pays quand même, hein. La salle de l'opéra de Berlin avait été détruite par un incendie, et pour fêter l'ouverture, la construction de la nouvelle salle, on a demandé à Meyerbeer un opéra, et cet opéra, c'est le Camp de Silésie. Alors, l'opéra raconte comment Frédéric le Grand échappe à ses ennemis durant la première guerre de Silésie en 1741. Il est aidé par un capitaine de l'armée prussienne, de la nièce et du fils adoptif de ce dernier, et d'une jeune bohémienne qui, à la fin de l'ouvrage, prédit un destin glorieux au roi et à ses successeurs. Ben, tiens. Alors, donc, comme le nom de Scribe ne peut pas apparaître de façon officielle, on fait traduire le livret par ce monsieur, Ludwig Relitstab. Et le problème, c'est que ce monsieur-là a émis des avis négatifs sur deux des opéras de Meyerbeer, c'est-à-dire Robert le Diable et les Huguenots. Et donc, les relations entre le traducteur et le compositeur sont donc tendues. Alors cet opéra, je l'aime énormément, hein, comme je vous l'ai dit, il reprend la musique, mais de façon peut-être plus efficace, pour moi du moins, un peu plus efficace, un peu plus. Il y a des qualités qui sont présentes dans l'Étoile du Nord qui ne sont pas dans cet opéra, et inversement sans doute, hein. Et j'adore notamment la fin qui utilise la prière, c'est devenu la prière de Catherine Ier de Russie dans l'Étoile du Nord. Veille sur eux toujours, la 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 la, mes chers amours, la 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 la, plus de bonheur pour moi, etc. C'est très mal chanté, mais bien chanté. Je vous assure que c'est vraiment une grande réussite, qui n'est pas extrêmement originale, mais quand j'ai écouté le Camp de Silésie, je me suis dit, tiens, il n'y a pas encore eu la prière d'Étoile du Nord, la fameuse prière à la fin de l'acte 1, sauf erreur, oui, c'est ça, quand le personnage de Catherine de Russie est sur une jetée, d'ailleurs, ça doit être très beau qu'on peut représenter la scène, sur une jetée, hein, elle s'apprête à prendre un bateau pour remplacer son frère, hein, elle se déguise en homme, elle remplace son frère pour aller à la guerre, en fait, et je me suis dit, tiens, ils la reprennent pas, mais si, ils l'ont reprise et encore mieux développée peut-être que dans l'Étoile du Nord, hein. Et donc à la fin, c'est un final absolument fabuleux. Donc, pour inaugurer cette nouvelle salle, il y a ce superbe opéra qui n'est pas du tout négligeable, comme on aurait tendance à le croire quand on lit des commentaires, parce qu'on a l'impression que on cite l'opéra, mais on n'en dit pas grand-chose. Et en fait, il faut vraiment écouter les opéras, hein. Faut les réécouter, il n'y a rien à faire. Il ne faut pas mettre d'avis tant qu'on n'a pas écouté. Voilà. Il faut vraiment, c'est la règle. Faut pas dire, ah ben c'est un opéra mineur. L'avez-vous écouté? Première question. Voilà. C'est ça qui est important. Et une fois que, après, si vous l'avez écouté et si vous trouvez
de votre point de vue que c'est un opéra mineur, là ça peut être compréhensible. Mais quand vous ne l'avez pas écouté, ce n'est pas possible. J'ai lu notamment dans un livre de poche qui récapitule la liste des opéras depuis l'origine. Il y en a eu 25 000, mais il n'y a pas les 25 000 titres d'opéra environ. C'est énorme, mais bon, il y en a beaucoup qui sont certainement un peu mineurs. Et il parle notamment d'Europe reconnue. Je m'étais trompé de date, c'est pas en 1775 qu'il est sorti, mais en 1778 pour l'ouverture de la Scala de Milan. Et alors il dit que c'est un opéra à part un air que je n'ai pas forcément repéré d'ailleurs. Ça ne vaut pas grand-chose. Il a eu beaucoup de succès cet opéra en 1778, mais c'est étonnant parce que voilà, c'est ce que dit celui qui a composé ce livre, qui a fait ce livre, paru en livre de poche d'ailleurs il y a quelques années. Ben, je pense qu'il ne l'a pas réécouté. Voilà. Ouais, j'ai l'impression qu'il a lu quelque chose dessus. Tiens, il a parcouru des critiques de l'époque parce qu'Internet n'était pas très développé au moment où ce livre de poche est sorti. Voilà, c'est une erreur monumentale. Hein. Il faut réécouter. Ne dites rien si vous n'avez pas réécouté. Voilà. Donc, alors l'opéra commence par une superbe ouverture. C'est celle de l'Étoile du Nord. Il a fait un copier-coller dans l'Étoile du Nord hein, de cette ouverture-là. J'adore cette ouverture. Elle a une consonance militaire, mais elle est pas militaire idiote. Elle est énergique. Elle est pleine d'enthousiasme. Elle ménage aussi des passages poétiques, méditatifs. C'est une sorte de remède à la déprime et une aide à la réflexion. Et c'est une inspiration incroyable pour moi. Je sais pas, ça me remet de bonne humeur si je suis déprimé. Hein. Cette ouverture, l'Étoile du Nord, hein. Elle est vraiment, c'est une très très belle ouverture. Voilà. Elle reprend évidemment les thèmes qui seront développés dans les opéras. Donc, hein. Alors, l'opéra ouvre sur un monologue, je trouve très allemand de tournure, qui évoque un peu Richard Strauss. On peut même se demander si ce dernier ne s'en est pas inspiré. Hein. L'air de la soprano qui suit, on retrouve dans sa partition des choses que j'ai repérées dans le Prophète. Bon, évidemment, c'est le même compositeur, donc il va reprendre consciemment d'ailleurs, hein, il pioche consciemment dans ses précédents opéras ou inconsciemment des passages de ses précédents opéras. Hein. Il l'a fait de façon consciente, notamment dans l'opéra L'Exilé de Grenade qui a servi pour de futurs opéras. Hein. Il a repris des thèmes. Hein. Alors il y a quelque chose de slave aussi qui est très séduisant. Des airs vraiment glorieux. Il y a une série de morceaux, de solos, de duos qui se suivent sans se ressembler. Il n'y a pas de temps mort, mais vraiment pas de récitatif ennuyeux. Je crois même que j'ai même pas repéré de récitatif. Il y a un très beau solo de flûte qui apparaîtra par la suite dans l'Étoile du Nord, mais qui là est vraiment développé. C'est très harmonieux. Les instruments en solo de Meyerbeer, forcément, hein, c'est toujours, on en vient toujours aux mêmes choses. Hein, c'est un peu toujours la même chose, puisqu'il aime spécialement ça. La musique ne s'interrompt jamais et j'ai l'impression que les voix sont toujours en tension. Est-ce que c'est ce qu'on appelle les tessitures tendues? Je sais pas, c'est toujours en tension, dans un relatif aigu, pas dans le suraigu. Ça rappelle un petit peu Turandot par moment, pas dans le type de musique, mais dans cette tension qu'il y a. Turandot de Puccini. Hein. Et il y a un très très beau final, très enlevé. C'est vraiment... on est presque essoufflé à la fin de cet opéra, tellement il y a de choses, tellement c'est riche. Voilà, j'en dirai pas plus, je l'ai écouté qu'une fois, mais vraiment, je voudrais bien en voir des adaptations sur scène. J'ai écouté une version audio, une seule fois, il n'y a pas très longtemps. Hein. Alors ensuite, le compositeur va monter des opéras d'autres compositeurs comme Gluck, Mozart, Beethoven, Adam, Spohr, Weber, Bellini ou Wagner. Hein. Donc là, c'est le côté généreux de ce compositeur qui s'efforce d'améliorer la rémunération des membres de l'orchestre. Il redistribue ses salaires et ses droits d'auteur lorsque ses opéras sont montés. Vous voyez, vraiment, c'est quelqu'un de bien, je pense, au niveau de mentalité. Hein. Pour composer une telle musique, faut forcément avoir une certaine sensibilité, une certaine intelligence. Hein. C'est pas possible sinon.
Il soutient aussi la création en faisant en sorte que les compositeurs perçoivent 10% des recettes de leur opéra. À chaque saison, il impose la présence d'au moins 3 opéras composés par des musiciens allemands. Voilà. Bon, malheureusement, le pauvre, il est en butte aux intrigues de l'intendant de l'opéra, Karl Theodor von Kuchner, qui remet en cause ses qualités de chef d'orchestre et qui souligne son éloignement du goût allemand. Vous savez que Meyerbeer, c'est un mélange de goût allemand, français et italien. C'est un peu la synthèse des trois. On le reverra par la suite. Hein. Il en a un peu assez en fait. Notre compositeur fétiche, il décide de ne plus s'occuper de l'organisation des concerts de la cour et quitte officiellement ses fonctions en 1846. Il part pour Vienne et en 1847, il supervise une version de Wielka qui est un remaniement du Canto de Silésie. Décidément, ce Canto de Silésie a été remanié. Il y a 3 opéras qui se ressemblent. Hein. Le Canto de Silésie, Wielka et l'Étoile du Nord. Hein. Voilà. Sur un livret de Ludwig toujours Rellstab. Et Charlotte Birch-Pfeffer, actrice et femme de lettres allemande, apporte également quelques suggestions. Vous voyez, la présence d'une femme à cette époque. Hein, voilà, c'est important. Alors, le Canto de Silésie présentait l'inconvénient de se rapporter à un événement particulier, c'est-à-dire c'était un opéra de circonstance, c'est ça le problème, et il avait le tort, entre guillemets, de glorifier la Prusse. Entre guillemets, hein, c'est une façon pour l'époque, hein, dans le contexte de l'époque. Et puis la pieuse Jenny Lind, qui était la chanteuse clé de cet opéra, qui demande beaucoup de compétences vocales, hein, dans ses aigus relatifs, hein, c'est pas des suraigus mais tendus quand même. Hein. Elle était très pieuse, donc très réticente à ce rôle de diseuse de bonne aventure. Hein. Donc on a remanié l'opéra de façon à changer un peu tout ça. Voyons, le compositeur reprend un chœur dans cet opéra Wielka, donc, hein, il reprend un chœur des Huguenots, qui n'a pas utilisé dans les Huguenots, et il conçoit de nouveaux récitatifs pour la soprano, évidemment, ajoute 2 romances pour le baryton, et produit un nouveau ballet ainsi qu'un final avec un chœur d'ange. Ben, rien que ça. Alors, donc ça a été un triomphe, sans précédent, non, parce que je suis pas sûr que les Huguenots aient autant de succès encore même. Enfin, voilà ce qu'on nous dit. Il dirige l'orchestre, il est appelé 2 fois par le public à la fin du premier acte, 4 fois après le deuxième acte et 4 fois après le dernier acte. Donc c'est un triomphe énorme, un succès énorme. Hein. Voilà, encore une fois de plus. On est bien content pour lui parce que vraiment, si Wielka ressemble effectivement au Canto de Silésie, à l'Étoile du Nord, bah c'est un succès amplement mérité. Hein. Surtout s'il ressemble au Canto de Silésie. Il ne sera plus donné malgré ce succès après 1848, dans la mesure où il y a un côté militaire prussien dans cet opéra, et il a eu du mal à trouver une cantatrice comparable à Jenny Lind. Vous savez ce que je vous ai déjà dit, hein, ce compositeur composait en fonction de l'interprète dont il disposait, et s'il n'avait plus la bonne interprète, il laissait tomber la composition en cours ou laissait tomber l'opéra. Mais il réutilise une grande partie de cet opéra dans l'Étoile du Nord. Décidément, et l'ouverture de l'Étoile du Nord, c'est un copier-coller quasiment, à quelques notes près, du Canto de Silésie. Hein. Alors, il y a une bonne nouvelle quand même, en 1847, la direction de l'Opéra de Paris change. Nestor Roqueplan et Henri Dupovel remplacent donc Léon Pilet, le méchant, et qui sévissait avec sa cantatrice Rosine Stolz, et il contacte Giacomo Meyerbeer pour jouer le prophète. Et il va être créé seulement en 1849. Vous savez, sans doute parce que ils ont attendu si longtemps parce qu'il fallait régler les répétitions, puisque Giacomo Meyerbeer est très vigilant quant au réglage finalement préalable des répétitions afin que l'opéra ne soit pas raté, puisque ça demande quand même il y a beaucoup de mise en scène dans les opéras de Meyerbeer, et donc il ne veut pas reproduire l'échec qu'il a connu en 1813 avec Ali Melek, échec qui aurait été dû à ce manque de préparation. Voilà.
Alors, le prophète, donc, c'est un triomphe. Jamais plus il ne connaîtra un pareil succès dans le reste de sa carrière. Hein, voilà. Il reçoit la somme de 44 000 francs, somme apparemment jamais atteinte auparavant. Voilà, je vais en rester là pour cette vidéo. Je continuerai sur le prophète. Et je vous dis à bientôt pour la suite des événements et la suite de la vie artistique de Giacomo Meyerbeer, 1791-1864.